Oui, oui. Bienvenue au Freelance Tech Day. Le prochain talk dure 45 minutes. On accueille Philippe Trottin, Fabiola Dor et Lessian Zlobin qui agissent concrètement pour l'inclusion, l'accessibilité et la lutte contre le sexisme dans la tech. Ils partageront leur parcours et engagement pour un secteur plus juste et durable. Le format de cette conférence sera comme suit. Nous commencerons par une interview de Philippe Trottin et on continuera avec Fabiola Dor. C'est parti! Bonjour à tous et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur cette table ronde sur un sujet essentiel, la DIA dans la tech, état des lieux et perspectives. Je m'appelle Lessian Zlobin, je suis Office Manager freelance, engagée pour une tech plus humaine, inclusive et accessible. J'ai le plaisir d'animer cette discussion en compagnie d'intervenants passionnés et inspirants tels que Philippe Trottin, directeur inclusion et accessibilité numérique chez Microsoft France, et ainsi où nous avons à distance Fabiola Dor, journaliste, speaker, créatrice de contenu, qui revient sur cette édition Tech Day en 2025. Bonjour Philippe. Bonjour, je suis ravi d'être ici. Bon, nous aussi. Première question, on saute vite dans le sujet. Allez, Si vous devez illustrer votre engagement DE par une image ou par un mot, moi je parlerai inclusion parce que finalement c'est le terme qui valorise toutes les activités, toutes les actions que je mène aujourd'hui avec beaucoup de sensibilisation auprès des personnes handicapées. D'accord, très bien. Je rappelle l'objectif de cet échange, de cette table ronde, c'est on fait le point sur où nous sommes sur réellement en matière de diversité, d'équité, d'accessibilité, d'inclusion dans le monde de la tech, mais surtout où nous devons aller. Philippe et Fabiola allons nous partager leur expérience, leurs projets, des bonnes pratiques, des tips, des limites, des freins. Je pense qu'on en a eu tous. Oui. Mais aussi des leviers pour accélérer le changement. Je me permets de te poser la question, Philippe. Quel était ton déclic personnel pour t'engager? Alors mon déclic personnel, c'est que, alors plusieurs éléments. J'ai une maman qui est non-voyante, qui a perdu la vue en m'attendant, et donc le handicap faisait partie de la famille. En fait, étant tout petit, j'étais habitué à être dans ce contexte-là. Et puis, je suis dysorthographe, donc je suis personnellement concerné par le handicap. Et à un moment donné, il s'est trouvé que chez Microsoft, on cherchait à ouvrir un certain nombre de piliers autour de la diversité et de l'inclusion. Donc on s'est réunis. Alors c'est assez marrant d'ailleurs parce que quand on réunit des personnes dans une entreprise là-dessus, on s'aperçoit qu'il y a 80% de femmes et 20% d'hommes. Au niveau sensibilité, Oui, je pense qu'il y a une sensibilité il y a un différente. sujet. Et donc personne ne prenait ce sujet et je me suis dit, bah, allez, je me lance. Et donc j'ai monté cette équipe virtuelle en fait autour de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Bravo. Si je continue un petit peu, les ressources humaines sont venues me voir un peu plus tard en disant est-ce que tu voudrais pas trouver quelqu'un pour être référent handicap de l'entreprise parce qu'on cherche un profil. Je dis ben, si on me donne du temps, Tu je l'as veux bien, accepté. je l'accepte. Ah. Et après coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis aperçu qu'on avait quand même beaucoup de produits dans la tech et on parlait pas mal d'inclusion aux États-Unis et on n'en parlait pas du tout en France. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un petit business case. J'ai pris rendez-vous avec le président de l'entreprise. À l'époque, c'était Carlo Purasanta, donc, qui était un Italien, un franco-italien qui dirigeait Microsoft France. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, on parle de handicap en interne, mais on aimerait aussi présenter les solutions de la tech auprès de nos clients, nos partenaires, enfin tout le monde, les freelances, tout le monde. Et il m'a dit, mais oui, c'est fabuleux. Go. Et depuis, je fais cette mission, voilà, un peu en mode indépendant par rapport au reste de la structure. Je suis un peu freelance interne. Interne, d'accord, tu bouges beaucoup. C'est ça. Les actions c'est ce que tu as mis chez Microsoft, dont tu es fier. Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples? Alors, les actions dont je suis fier, c'est forcément des histoires humaines. D'accord. Quand on parle de diversité et d'inclusion et qu'on voit des gens formidables qui, au départ, on les donnait peut-être pas gagnants et on les aurait peut-être pas recrutés. On prend des paris, on les accompagne, on les aide et puis on s'aperçoit qu'ils sont vraiment successful pour le dire en anglais. Typiquement, je me souviens d'une collègue, son manager était venu me voir en me disant voilà, j'ai fait passer des entretiens,
parmi les entretiens, il y a une jeune femme qui est formidable et j'aimerais bien la recruter. Maintenant, son rôle, ça va être commercial et en l'occurrence, elle est en fauteuil roulant. Ah. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mm. Et donc, je lui ai dit, mais go, allons-y, on va se débrouiller, on va trouver des solutions. Et en fait, 3 ans après son arrivée chez Microsoft, c'était la meilleure commerciale de l'entreprise. Et donc, c'est fabuleux parce qu'on se dit, au départ, c'est pas gagné, mais par sa capacité à s'intégrer, Tu à as vu évoluer. tout de suite l'impact. Oui, et puis c'est quelqu'un, alors justement, qui maintenant est freelance parce qu'elle a décidé de se mettre à son compte et de quitter la structure, mais elle est restée 6-7 ans chez nous. Et franchement, c'est une vraie success story. Hmm. Peut-être un autre sujet, on parle beaucoup de neurodiversité en ce moment. Mhm. Il y a un gros effort à faire en fait sur ces thématiques de neurodiversité. Il y avait un sommet européen à Bruxelles la semaine dernière, par exemple, sur le sujet. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés, des troubles de l'attention, des formes de dys ou de l'autisme, par exemple. Et en fait, avec un peu d'accompagnement, un peu de connaissance du sujet, c'est des gens qui ont une vraie passion et qui sont vraiment capables de transformer quelque chose. Et donc, moi, j'ai des collègues qui sont fabuleux. J'ai un collègue, par exemple, Thomas, qui a un trouble de l'attention. Je l'invite sur tous les événements où on parle du sujet. Il est moteur. Enfin, c'est un bonheur, quoi. C'est la partie un peu l'handicap invisible qu'on voit pas toujours. Oui, 80% quand même, il faut le 80%, ouais, c'est rappeler. énorme. Oui. Et puis, handicap, c'est entre 16 et 18% de la population active, en fonction des pays. Sur les pays industrialisés principalement, on a ces chiffres-là aujourd'hui. Donc, c'est quand même une personne sur 6, une personne sur 7. D'accord. Et parmi ton parcours-là, dès que tu as eu ce poste-là, quels sont des freins ou des difficultés, des défis que tu as pu rencontrer, mettre en place, des changements? Est-ce que tu peux Alors, en parler de ça? ouais, le défi principal, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, ça date quand même d'il y a 8 ans, donc ça commence à faire. Mes collègues me regardaient avec des grands yeux en disant, mais handicap, mais personne n'est concerné chez nous. Qu'est-ce que tu fais sur ce domaine-là? Moi, à l'époque, j'ai fait beaucoup de métiers. Je suis rentré en tant que consultant dans l'entreprise. J'ai accompagné pas mal de grosses structures comme L'Oréal, AXA, enfin, toutes ces structures-là, sur des développements web, par exemple. Après, j'ai été manager. Je me suis occupé de recruter les ressources externes en fait, pour l'entreprise. Et en définitive, il a fallu réussir à convaincre que c'était un sujet. Et donc, il a fallu y aller par petits pas, en faisant de la sensibilisation, en expliquant, en adressant les sujets, en essayant de trouver des gens qui étaient aussi moteurs et qui avaient envie de Bouger les lignes. rejoindre et de bouger les lignes. Je pense que c'est ça le principal frein. Le deuxième frein, je dirais aujourd'hui, dans la mesure où on parle un peu d'accessibilité numérique pour faire de l'inclusion dans la tech, forcément, on va parler de solutions numériques, c'est très difficile de démocratiser la connaissance des solutions qui existent. Moi, je prends mon bâton de pèlerin, je vais faire beaucoup d'événements de sensibilisation. J'en ai fait, je crois, 165 cette année, donc ça fait beaucoup d'événements différents. J'ai calculé que j'avais à peu près fait des présentations à 20 000 personnes aujourd'hui, enfin sur cette année. Et il y a une vraie progression. Les premières années, j'étais plutôt à 30-40 événements. C'est déjà pas mal, 30-40, oui. Ouais, mais 30-40, bon, sur une année, on se dit, bon, ok, j'ai sensibilisé quelques milliers de personnes, mais ça reste modeste. Là, on voit quand même une vague de fond sur ces sujets. Et puis, on voit aussi des thématiques, du coup, autour de l'accessibilité numérique et les obligations légales. Pas plus tard que dans 4 jours, il y a le European Accessibility Act qui est lancé au niveau européen. Et donc il y a du travail autour de ces sujets, il y a besoin de ressources pour travailler sur la mise en accessibilité de solutions numériques. C'est surtout parler aux gens, d'être présenté et faire entendre qu'il a le sujet. Exactement, et en fait, souvent, les gens peuvent le prendre pour une mauvaise raison, c'est-à-dire à un moment donné se dire, bon, ok, il y a une réglementation, on va s'y astreindre parce que sans ça, on va avoir des pénalités financières, ou alors on va recruter davantage de personnes en situation de handicap parce que là encore, on va avoir des pénalités financières si on ne le fait pas. Mais en fait, ne voit pas le côté très positif des personnes qui ont des vraies compétences et qui vont apporter du dynamisme, qui vont apporter des visions différentes, et qui vont permettre finalement d'innover, puisque c'est de la différence qui va générer de l'innovation. Et donc, à partir du moment où on l'a compris et qu'on l'a intégré, tout devient beaucoup plus facile, en fait. Bravo, parfait. Et toi, tu étais même sur ce poste. Comment as-tu réalisé l'embarquement des équipes tech et non tech en même temps?
Alors bah, ça c'est un challenge et en fait souvent je vais aller faire des sensibilisations un peu différentes. Euh, de temps en temps je vais parler simplement des outils bureautiques Mhm. et c'est assez facile quand on organise un événement de sensibilisation. Si on met le terme handicap dans l'événement, on n'aura personne. Mm. Si on commence à parler de la tech au service de l'inclusion ou d'innovation Mhm. inclusive, là d'un seul coup les gens commencent à se dire tiens ça parle pas handicap, ça doit être pour moi aussi. Et donc, bah, ils s'aperçoivent que toutes les solutions qui sont développées, finalement, peuvent leur permettre aussi de faire de la productivité. Si on parle de solutions, je sais pas, de dictée vocale, par exemple, la dictée vocale, c'est un super outil de productivité quand on a capacité à parler dans une pièce. En open space, c'est un peu plus compliqué, mais quand on est dans une pièce tranquille en télétravail, on peut rédiger ses documents à la voix, ça marche très bien. Et on peut même aujourd'hui, avec de l'IA générative, améliorer la qualité des écrits simplement en faisant un petit prompt et en demandant est-ce que tu peux me reformuler ce texte. Donc c'est un outil formidable pour être plus efficace. Et évidemment, ça règle un certain nombre de difficultés pour certaines personnes en situation de handicap. Moi, j'ai un collègue, par exemple, il me dit, souvent quand je reçois des mails Mhm. de clients, j'ai eu du mal, il a un trouble du spectre autistique, il a du mal à analyser le, le ton du Oui, mail, oui. le niveau de pression, d'urgence. Et donc, il fait des prompts avec de l'IA en disant, est-ce que tu peux me dire s'il y a eu un changement de ton, Est-ce une que c'est urgence pour hier ou particulière? pour demain? Ouais. Ouais, c'est ça. Et Mhm. du coup, bah, ça lui permet de décortiquer l'information sans effort particulier. Et donc, ça le rassure, en fait. Donc, ça, c'est intéressant d'avoir ce type de solution. D'accord. Est-ce que tu peux nous citer une situation où l'accessibilité a eu un impact concret, là, à part de ton collègue Alors, il y a beaucoup Mhm. d'exemples, hein, bah, je vais donner un exemple. J'étais à la RATP, je crois que c'était il y a 8 mois, Mhm. où en fait, je devais faire une formation à des personnes qui étaient non, enfin, qui étaient malentendantes pour certaines et sourdes pour d'autres, Ouais. mais qui étaient capables de lire l'information. Typiquement, j'avais pas d'interprète. Donc je suis arrivé là, je me suis dit, bon, on va faire comment? Ah, d'accord. Et bon, on a activé le Challenge. sous-titrage, on a activé de la dictée sur le téléphone, et puis bon, tout s'est bien passé. Pareil, on a accueilli un jeune en stage de seconde chez Microsoft. J'ai passé une journée avec lui puisqu'il avait un programme sur la semaine. Mhm. Et sur cette journée, voilà, on a collaboré ensemble malgré son handicap, on s'est débrouillé, quoi. En fait, ce On qui est s'adapte. bien, mais oui, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, bah, ok, quelles sont les limitations, en quoi moi je suis limité aussi, hein. J'ai Mhm. été sur un événement là pas très loin d'ici, je crois que c'était pour Total Energy dans un incubateur qu'ils ont dans Paris. Ouais. Et en l'occurrence, il y avait une personne sourde de chez Total. Il y avait un interprète en langue des signes qui était là. Et puis à la fin de l'événement, ils ont commencé à discuter ensemble en langue des signes. Mhm. Et moi, je parlais pas la langue des signes. Et D'accord. donc j'ai éprouvé le sentiment d'exclusion que l'on peut éprouver quand on est en Juste à situation de côté, oui. handicap et que personne ne s'adapte à soi-même. Et donc c'est intéressant de De voir un voir peu les ces situations. situations. Ouais, Très bien. ouais. Est-ce qu'à ton avis, on peut mesurer l'impact de l'inclusion? Alors oui, on peut forcément le mesurer. On va déjà le mesurer au côté un peu naturel des personnes qui vont se déclarer ou pas. Quand on est Mhm. dans une organisation dans laquelle les gens ne se déclarent pas, c'est qu'ils n'ont pas confiance. C'est Mhm. qu'ils estiment que l'entreprise ou leur manager ou voilà, les personnes qui vont gérer cette thématique du handicap, ils ont une perte de confiance totale. Et donc du coup, la plupart du temps, ils se cachent. Et c'est au moment où ils se retrouvent en difficulté qu'ils sortent le joker en disant bah oui mais au fait j'ai oublié d'indiquer que j'étais en situation de Ah, handicap et ce qui fait que c'est difficile pour moi de m'adapter à telle ou telle situation. C'est trop tard. mhm. Il y a une perte de C'est confiance sûr, c'est totale, le manager va être déconnecté totalement ne de sera la pas personne. adapté. Voilà. Donc en fait, non, moi mon conseil c'est plutôt de se déclarer parce que après il faut évidemment que l'entité dans laquelle on travaille soit ouverte à ces sujets-là, mais à partir du moment où on a montré ses compétences, ça pose pas de problème. J'ai un collègue, par exemple, il est consultant, Mhm. il a une main enfin, qui est amputée, mais de naissance, hein, donc D'accord. du coup, il n'a qu'une main pour travailler. Et il me disait, j'arrive en clientèle, première réunion avec les clients, souvent j'ouvre mon ordinateur et puis je tape très très vite le compte-rendu. Et puis ils se rendent compte que je tape bien, parce qu'ils ont de prime abord l'impression qu'on leur envoie, entre guillemets, c'est ce qu'il me dit, un demi-consultant. Et donc là, Hmm. forcément, il dit, bah, il faut tout de suite que je justifie le fait que je Plus de suis tout force, autant plus. compétent. Ouais. Parce que oui, il va avoir des rapports à écrire, Mhm. etc. Donc forcément, il faut que le client
voit un peu sa capacité à faire. Et c'est dramatique parce que ça veut dire qu'il faut surcompenser en fait. T'as plus de, Ouais, plus plus d'efforts. d'efforts, ouais, Ouais, ouais. plus d'efforts, hein, c'est Mm. dommage. Ta vision d'inclusivité dans 5 ans. Alors, ma vision, je vais la lier beaucoup au sujet de l'intelligence artificielle. En fait, on s'aperçoit que même dans les solutions bureautiques qu'on va avoir, par exemple, dans Microsoft 365, 80% des fonctionnalités d'inclusion, d'accessibilité, utilisent de l'IA. La Mhm. dictée, la lecture à haute voix, du sous-titrage, enfin, toutes ces solutions-là utilisent de l'intelligence artificielle. Et puis on voit arriver des solutions d'intelligence artificielle qui permettent par exemple d'interagir vocalement avec son écran pour se faire décrire l'écran. Euh, voilà, Copilote Vision par exemple propose ce type de fonctionnalité. Donc en fait, ce que moi j'imagine, c'est vraiment beaucoup plus de facilité pour des personnes qui rencontrent des difficultés d'usage grâce à l'intelligence artificielle. Et on analyse justement aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui commencent à se dire, on sait que ça arrive, donc on n'a pas le choix, il faut y aller, Oui. mais à quoi ça nous sert? Et puis à quoi va servir le temps gagné? C'est M. Pouyanné, le patron de Total, qui avait posé la question à nos équipes qui déployaient Copilote dans l'organisation de Total. Et en fait, on est en train de regarder comment on peut analyser l'impact sur la santé des gens. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale dans la plupart des Mhm. organisations depuis le Covid, beaucoup de pression, beaucoup de Il y a beaucoup de difficultés, changements, bouleversements, ouais. télétravail, la distance avec ses collègues, ça peut engendrer beaucoup de difficultés. Et en définitive, on est en train de se dire qu'avec l'intelligence artificielle générative, le fait de gagner un peu moins, enfin de gagner un peu en pression ou d'être capable d'aller plus vite, typiquement, c'est une vraie chance pour ces Personnes-là. personnes. Et donc, on va regarder le nombre de jours d'absence pour maladie, par exemple, dans les Mhm. organisations. D'accord. Un petit mot pour la fin, pour la future génération? Qu'est-ce que Ben, je pense que déjà pour les gens concernés par handicap, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter, il faut déclarer son handicap, il faut en parler, il faut être fier de ses compétences et de ses capacités. On peut avoir des limitations en relation avec son handicap, mais on peut aussi, de l'autre côté, avoir des vraies compétences qui vont faire la différence. Mm. Donc il faut oser. Oui, tout simplement. Et je rajouterais juste préparer le dossier, surtout déclarer. Parce que ça aussi, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne le font pas, en fait, Oui, dans et ce puis il y a nos des jours. accompagnements pour le faire. Et puis Ouais. je pense qu'après, il faut jouer sur la bienveillance. Si l'organisation n'est pas ouverte à recruter une personne en situation de handicap, il ne faut pas aller dans cette organisation, il faut aller Mm. ailleurs. Il y a tellement d'endroits où on peut trouver des solutions et travailler. Il faut Il y a le oser, choix, quoi. on a le choix maintenant. Oui, on a le choix et on peut trouver des solutions. Super. Et on a les solutions de la On a le tech solution. pour tout ça. Surtout ça. Euh, on va attendre l'arrivée de Fabiola. J'aurais aussi une petite question. Est-ce que ça te plaît? En fait, c'est ce que tu fais par rapport à il y a 8 ans et par rapport à ce que tu fais maintenant. Alors oui, il y a une vraie différence parce qu'aujourd'hui, justement, j'ai des collègues qui viennent me voir en disant Philippe, on ne peut pas venir travailler avec toi, tu Mm. n'as pas des postes autour de toi, alors qu'il y a 8 ans, ce n'était pas le cas. Et on voit même que la société a évolué. Mm. On voit plus à la télé, on voit plus dans la vie courante. Donc franchement, il y a un vrai changement en fait au niveau de cette inclusion. Et puis le fait de se dire finalement, on est tous différents, qu'on soit ou non en situation de handicap, qu'on soit un homme, une femme, Mm. qu'on ait une origine différente, finalement, la société est plus C'est ça la ouverte. diversité. C'est ça la diversité. Mm. C'est le fait d'être capable finalement d'intégrer tout le monde dans ces organisations. Chacun va apporter sa pierre. Et d'ailleurs, on pourrait se dire maintenant que les organisations, il faut presque qu'elles recrutent sur les compétences des gens et créent des métiers sur mesure, Oui, plutôt que d'essayer de faire rentrer des gens dans des cases. Je pense que c'est peut-être c'est ça ça le le mot de mot. la fin. Ouais, le mot de la fin. D'accord. Je mets le truc comme ça, c'est OK? Oui. Trop bien. Bonjour Fabiola. Bonjour, vous Comment allez tu bien? Ça va et toi? On peut se Oui, tutoyer. très bien, on se tutoie et ça c'est très très bien. Oui, ça va bloquer ici. Merci d'être là. Je vais te représenter. Alors, Fabiola Dor, journaliste, speaker, créatrice de contenu et de nouveau sur scène de Tech Day aujourd'hui.
en édition 2025. Merci d'être là, même à distance, Fabiola, c'est fabuleux. Vite, première question que j'avais déjà posée à Philippe. Si tu veux illustrer ton engagement DEA par mot, par image, lequel choisirais-tu? Oui, alors, je vais répondre à ça. Je crois que j'ai réfléchi plusieurs fois et à chaque fois, il y a un mot différent qui me vient. Mais, déjà bonjour tout le monde, bonjour à les personnes qui nous suivent. Merci pour ce que vous faites. Hyper contente d'être là pour la deuxième année. L'an dernier, j'avais aussi participé à la première édition et dans le contexte qu'on est et vu tout ce que, ça fait maintenant un peu plus de j'ai une newsletter qui s'appelle Test and Work sur les sujets d'inclusion et je parle souvent de sujets de la tech. Hem, Dans le contexte qu'on est, je pense que je vais rester sur la joie. Ça peut sembler, je peux donner l'impression de j'ai pas envie de donner l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais pour plus ça devient difficile, puisqu'il faut admettre qu'en ce moment, le monde traverse un moment difficile. Et pour réussir et plus que jamais, on a besoin de résistance. Mais je trouve que résistance, résilience, c'est des mots qu'on trouve un peu partout, mais qui sont complexes, parce que Mmh. quand on résiste à quelque chose, ça veut dire qu'il y a douleur à ce moment-là. Et on parle beaucoup de résilience, on parle beaucoup de rester positif. Mais quand on doit maintenir le truc à flot, ça veut dire qu'il y a une pression quelque part. Et je pense que la seule chose qui permet de continuer à faire ce qu'on fait, de continuer à mettre des respirations, quand on est en train de mettre, comme on est en train de faire avec Espresso Tech, aujourd'hui, prendre du temps à côté, en plus de nos vies, en plus de notre travail, pour continuer à essayer de comprendre le monde, à essayer de créer des connexions, à essayer de rencontrer des gens, c'est parce qu'on y trouve de la joie. Et je pense que plus que jamais, on a besoin de remettre de la joie dans nos engagements, dans notre manière de travailler. Moi, ça m'est arrivé d'arrêter de faire des sujets pour aller sur des choses qui me faisaient du bien aussi, parce que si on ne va pas bien, si on ne Mmh. retrouve pas de joie dans le travail, on ne peut plus continuer. Donc, je dirais la joie. Super, merci pour le partage. Ma première question, quel était ton moteur pour avancer ces sujets, ces lignes, dans la partie tech et médias? Toi qui es de 2 côtés maintenant, qu'est-ce qui quel était ton moteur Ouais, et pour te lancer? plus que sur la partie tech et médias, ce que j'essaie de coupler dans mon travail aujourd'hui, c'est un mélange. Comment on peut remettre, de la justice sociale? Comment on peut remettre de l'inclusion? Comment on peut remettre l'humain, si on a envie de le dire comme ça, au centre des choses? Je pense qu'on peut tout créer. Aujourd'hui, tout le monde parle, de l'intelligence artificielle. Quelle intelligence artificielle qu'on a envie de créer? Mmh. Tout le monde, récemment, je crois dans l'actu, on parle, des enfants et des écrans. Je trouve que chaque chose peut j'ai tendance à penser que rien n'est jamais bon ou mauvais, c'est jamais Ouais. noir ou blanc. Quel usage que j'en fais? Aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple, que ce soit des médias, on peut dire que les médias sont anxiogènes. C'est un discours ambiant qu'on va souvent entendre. Ce qui est là où je ne vais pas être d'accord, c'est qu'il y a une palette de médias, où est-ce que moi je vais chercher? Et Mmh. c'est dans le contenu aujourd'hui, il est assez large. Il y a beaucoup de choses anxiogènes, mais il y a beaucoup de choses qui font du bien. Il y a beaucoup de choses qui nous aident à comprendre le monde aussi. Et c'est justement cette partie-là que je trouve intéressante. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon moteur? J'ai voulu qu'on remette un peu, qu'on revoie un peu les récits. Ce qui m'a poussée à faire ce que je fais aujourd'hui, je me suis dit: «Beh, tu as tout ça, toute cette palette, cette manière de comprendre le monde. Comment on peut essayer de faire un pas de côté?» Comment j'ai eu envie de partager ma compréhension du monde, le monde qui m'intéresse en tout cas, Mmh. avec ceux que ça peut intéresser en tout cas. Super, merci pour ta réponse. Dans ton travail, dans ton parcours, quand est-ce que tu as senti, que les lignes sont commencées à bouger? Que voilà, le travail est lancé, tu vois l'impact, les choses arrivent, le projet qui se lance? Est-ce que Alors, tu veux c'est toujours partager? très difficile, tu vois, d'évaluer l'impact, surtout quand on Mmh. est sur des sujets aussi sensibles. Mmh. Par contre, si on ne sait pas pourquoi on fait ça, on a vite fait d'arrêter parce que c'est chronophage déjà, c'est Ouais, énergivore et ça prend du temps. exactement, et c'est pas toujours évident. Il y a des moments où je me suis clairement demandé: «Mais en fait, pourquoi je mets autant d'énergie à faire tout ça?» Enfin, je suis basée en Guadeloupe maintenant, je pourrais aller surfer par exemple, tu vois? Je pourrais faire autre Oui, chose et pourquoi pas? parce que c'est des week-ends que je passe dessus, parce que c'est des soirées que je passe dessus. Et par contre, quand je vois la qualité des retours, quand je reçois des messages de personnes qui me disent que la newsletter, que mon travail, les aide à mieux travailler, que mon travail les a aidés à répondre à des questions.
à des questionnements qu'ils avaient sur dans leur vie professionnelle, que des personnes m'ont dit j'ai été bloquée sur tel poste jusqu'à ce que je comprenne que en fait toutes les autres femmes sur le même plateau d'ingénieurs que moi euh, étaient mieux payées que moi, donc c'était pas forcément un problème de genre, mais j'ai Mmh. identifié que j'étais la seule personne d'origine maghrébine qui était moins payée du plateau. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à parler aussi de de d'ethnicité gap. On parle beaucoup de gender gap pour faire un Mmh. parallèle de sujets, par exemple, qu'on peut trouver dans ma newsletter. On va parler, c'est un sujet les sujets de genre ne sont pas encore mainstream, même si on a l'impression qu'on parle beaucoup, mais on va beaucoup plus facilement parler de gender gap, de la différence de salaire entre les hommes et les femmes. Et on Ouais, oublie de rappeler que si on regarde les choses de manière intersectionnelle, en fonction de qui on est, où on se situe et l'origine sociale ou ethnique qu'on peut avoir, ça aussi, ça a un impact sur comment on est perçu dans le monde du travail, donc ça a un impact sur le salaire. Et si ça a un impact sur le salaire, donc ça veut dire que directement dans la sur manière la dont vie. je vis, ça impacte et ça impacte aussi ma progression. Et c'est ce travail qui peut sembler très niche, mais qui des gens à qui on disait simplement, bah non, regarde, toutes les femmes comme toi sont bien payées, se disent, ah ben non, il y a une couche supplémentaire qui nous concerne. Ça ne veut pas dire que... et c'est mettre ces lunettes-là pour essayer de continuer à comprendre le monde avec les bons éléments. Et il n'y a pas tant à se victimiser, mais c'est de comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde est biaisé. Et si tout le monde est biaisé, comment on vient rectifier le tir? Mon travail n'est absolument pas de dire, Paul a raison, Martine a raison, Juliette a raison. Par contre, mon travail est de dire, il y a peut-être des nuances dans le monde dans lequel on vit et donner les outils pour essayer de les comprendre avec ces éléments-là. Et si j'arrive à faire ça, et quand je vois les retours et que les personnes me disent ça, justement, je ne l'avais lu autre part, ça, je ne l'ai pas vu, bah, à ce moment-là, je me dis, OK, moi, j'ai fait mon travail, j'ai fait ma part. D'accord. C'est un peu les personnes, invisibles, mais comment tu fais pour les rendre, ce genre de profil, visibles dans les médias? Comment tu réagis? Bah, déjà, pour rendre les profils visibles, c'est déjà raconter ces histoires-là. C'est-à-dire Mmh. qu'aujourd'hui, dans mon travail, j'aimerais faire au tout début de l'activité, je faisais beaucoup de mise en avant, ce que je fais un peu moins ces temps-ci et que d'ailleurs j'ai envie de recommencer. C'est déjà d'oser aller raconter des récits qui sont différents. Et quand on fait le choix d'aller raconter des récits différents, on fait le choix d'être lu par 15 personnes. Alors, on prend le risque d'être lu par 15 Mmh. personnes parce qu'au début, je me disais, il y avait des gens qui me disaient, mais en fait, tu seras lu par personne, c'est chiant, quoi, ces sujets-là. Eh bien, Mmh. non, on trouve une audience qui est parfois, qui est différente, mais qui est Mmh. extrêmement engagée parce qu'elle n'a pas l'habitude de lire ce type de contenu et qu'elle a finalement cette audience-là, elle ne parle pas très fort, elle est invisibilisée effectivement, mais elle existe. Et le jour où on lui propose un contenu qui lui convient, le jour où on lui dit, je vois ce que vous faites, je vois ce que vous vivez, je sais ce que vous vivez et vous n'êtes pas seul. Et il y a une réflexion sur ce que vous faites. Il y a des études, pas beaucoup. Parfois, elles ne sont pas forcément françaises. Mmh. Attendez, on fait une comparaison pour aller regarder. Ben oui, mais voici ce qui se dit en Europe, est-ce que ça pourrait coller chez nous? Et comme on est encore naissant sur ces sujets-là, c'est complètement OK aussi qu'on puisse prendre le temps de se laisser une marge de progression sur ces sujets-là. Et les gens acceptent, avec volonté, je veux dire, est-ce que, comment tu les ramènes sur ça? Pour parler, de leur récit, de leur histoire un peu, Il faut comprendre un sujet, c'est que personne, on est dans un contexte tellement compliqué que, mmh, surtout on parle de choses qui sont parfois liées à l'intime, qu'on vient mêler à la vie professionnelle. Donc, c'est mmh, extrêmement touchy. C'est-à-dire qu'absolument personne n'a envie d'être perçu comme quelqu'un comme une victime ou comme quelqu'un qui se plaint. Et c'est très difficile, même les personnes qui subissent des discriminations au sein de leur environnement de travail, très souvent, on verrait qu'elles ne portent pas plainte parce que on se dit, j'ai pas envie de représailles, j'ai pas envie d'impacter ma carrière, j'ai pas envie d'être perçue comme ça. C'est un premier fait. D'ailleurs, récemment, il y a eu des chiffres, si je ne dis pas de bêtises, de l'Observatoire, des chiffres que j'ai pu voir récemment, que je pourrais retrouver, qui montrent mmh, qu'on a encore très, très peu de personnes qui portent plainte en cas de discrimination. Ça veut dire mmh, qu'aujourd'hui, la parole n'est pas libérée sur ces sujets-là. Et plutôt que d'aller dans quelque chose où je mets les personnes dans des situations inconfortables, plutôt d'aller dans des choses, de dire à quelqu'un, viens, on va venir dire n'importe quoi sur ton boss ou ta boss dans ma newsletter ou sur mes réseaux sociaux, je pense que ce qui est intéressant, c'est de partager des bouts d'histoire et d'essayer de les tourner de manière différente. C'est très différent de dire à quelqu'un, raconte-moi la fois où tu as été harcelé dans le monde du travail ou il y a tout un travail de formulation et c'est pour ça que ça demande d'être formé et de mmh, comprendre. Ce qui va être mmh. très différent de dire, raconte-moi un moment où ça a été compliqué pour toi et comment tu en es sorti. C'est absolument pas la même question.
Mmh. Et je pense que tout le monde Heu, est beaucoup plus à l'aise à se dire: «Je vais venir te raconter un moment qui a été compliqué», puisque ça permet à la personne, de rebondir, de donner des conseils et d'aller vers quelque chose de très positif et ça permet de grandir et c'est plutôt ce qu'on a envie d'apprendre que de dire: «Bah, en fait, j'avais un chef qui était con et qui faisait rien pour moi». Donc c'est vraiment dans la manière dont on porte les questions et en tout cas, c'est mmh ce que j'essaie de faire avec mon travail, dans la manière dont je tourne les choses. D'accord. Parmi ton contenu que tu as représenté, est-ce que tu as eu une réaction forte récemment sur un de tes contenus? Peux-tu nous partager, s'il te plaît? Ouais, alors, une réaction forte, j'ai plusieurs choses qui m'ont Récemment, venues. peut-être? Ouais, alors je traite de l'inclusion de manière assez large, donc ça, c'était peut-être aussi important de le préciser. C'est-à-dire que je fais pas un volet. Par exemple, je parle pas que des femmes, je parle pas que des personnes en situation de handicap Mmh. ou je parle pas forcément que des personnes afrodescendantes. Je vais parler, je vais pas je vais aborder l'inclusion de manière assez large parce que c'est important de répondre de rappeler que c'est une réponse collective et que sur plusieurs actions, on a plusieurs choses à dire. Hem Ce qui va, ce que j'ai pu avoir récemment, j'ai fait un sujet sur, comment prendre soin, de nos collègues iraniens, par exemple, en ce moment, alors que moi, je suis pas forcément iranienne. Mais quand on a Mmh. vu ce qui s'est passé, c'est de rappeler qu'en fait, le collègue, qui a peut-être des origines iraniennes, il n'est pas devenu un expert de l'Iran à la machine à café. Et Mmh. peut-être que la question qu'il faudrait lui poser, c'est: «Comment tu vas?» Mais là, tout de suite, il n'est pas devenu un expert de l'Iran et qu'il n'a pas à répondre à tout ce que chaque personne pourrait trouver sur Google ou pourrait simplement trouver en allant se renseigner. Et ça, par exemple, c'est un sujet, qui a trouvé sa place, auprès du lectorat. Il y a un sujet qui a bien marché aussi récemment, c'est il y a quelques semaines, j'ai fait un déplacement en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où je suis partie rencontrer j'ai participé à un événement où il y avait une grande communauté de 1 800 femmes afrodescendantes qui décident de créer un réseau mondial pour, pour se partager des connexions, pour se partager des opportunités. Et c'était hyper intéressant de voir les retours de la communauté en interne et de se dire qu'on a besoin justement, dans les moments compliqués, plus que jamais, de créer des espaces où on peut construire ensemble, où on peut grandir ensemble et où on peut s'entraider. Ça peut, j'insiste dessus, hein, ça peut sembler un peu en se disant, attends, on est là cet après-midi en train de se tourner les pouces et dire qu'ils sont s'entraider à avoir un discours très humaniste, mais plus c'est compliqué, plus on en a besoin. Le seul moyen qui fait que je peux sortir dans une boîte où je suis en burn-out, c'est parce que quelqu'un, je l'ai peut-être dit à une copine, je l'ai peut-être dit à un ami qui sait que je cherche quelque chose, qui m'a envoyé un message, qui m'a dit, il y a telle offre, je pourrais passer un mot à le manager, je le connais, je pourrais lui dire quelque chose comme ça. C'est Mmh. exactement comme ça qu'on construit une carrière. Mmh. Étape par étape, d'accord, merci. Hem, Est-ce que tu peux me dire un débat où la diversité des voix a changé la dynamique? Euh, Est-ce que je peux te dire un débat Mmh. où la diversité des voix a changé la dynamique? C'est cet exemple-là qui me vient en tête tout de suite. Mmh. Euh, Récemment, la 1re ministre de la Nouvelle-Zélande, je ne sais pas si vous l'avez en tête, le nom là m'échappe, j'ai un trou de mémoire tout de suite. Je trouve qu'elle a fait un truc qui était incroyable. C'est une nana qui reste, à peu près 5 ans sur le poste et qui décide de pas parce que et je trouve qu'elle avait donné une bonne explication, qui déjà explique que c'est qu'elle est quelqu'un de sensible, qu'elle est quelqu'un qui a envie de prendre soin des autres et qu'elle propose un leadership différent. Déjà arriver Mmh. dans un truc et pas se dire, je caricature quand je le dis un peu comme ça, mais je le pense aussi un peu comme ça, le leadership un peu de bonhomme. On a tendance à penser qu'il faut être dur, il faut que ce soit Mmh. compliqué, et du coup, on met que des costumes un peu gris, noirs, pour Mmh imposer mh. la force, quelque chose de très viriliste. Pour rentrer dans le Et cadre. voilà, et on s'est rendu compte finalement que on a les résultats de ce truc très viriliste, hein, qu'on voit l'état du monde aujourd'hui. Je pense qu'il y a un mec aux États-Unis qui essaie de faire ce truc très viriliste, et on voit le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est important de rappeler qu'on a le droit de remettre de la douceur, on a le droit de faire des choses autrement et on a le droit aussi de renoncer à certaines choses. C'est OK, elle arrive à ce niveau de pouvoir, elle arrive à ce niveau d'option. Déjà, j'ai trouvé très intéressant, par exemple, c'est une des premières femmes qui arrive à ce niveau de pouvoir avec un bébé sur les bras. Et je trouvais qu'elle Mmh. l'expliquait aussi. C'est pas tant pour dire tout le monde peut le faire, c'est pour dire qu'en fait, c'est C'est ça. ça aussi la vraie vie Mmh derrière tout mh. ce qu'elle est en train de faire. Et ça, justement, c'est quelqu'un qui a envoyé une image et un message très, très fort à des millions de femmes. Et c'est parce qu'elle a fait un pas de côté. Et qu'on dit Mmh. justement comment, à quel moment la voix d'une personne a pu faire la différence, à ce moment-là, elle a fait peut-être une action pour elle, elle a peut-être eu simplement un problème de nounou et je ne sais plus trop l'histoire Oui, qu'il y a oui, derrière, mais à ce je me moment-là, envoyer rappelle. un message à des Mmh millions mh. de femmes. Et c'est exactement ce dont on parle quand on dit que c'est important d'avoir un leadership par l'exemple et le leadership de la vraie vie. J'ai tendance à le mettre un peu comme ça, à rester très simplement. Mmh mh. À ce moment-là, elle ne s'est pas dit
je suis à un niveau beaucoup trop élevé pour pas aller avec un gamin. Elle a un niveau de responsabilité par rapport à un choix de professionnel et un choix de carrière qu'elle aura pu faire. Mais à côté, ça reste une mère de famille comme Il reste des une milliers femme, ouais. de familles. Et ça, pour les femmes, c'est un message qui est important. Pour la société, c'est un message qui est important. Et quand on sait à quel point aujourd'hui, pour les jeunes parents, c'est compliqué de tout allier, c'est un message extrêmement fort, même pour les, en tout cas pour ceux qui sont parents. Et à ce moment-là, elle a touché les hommes et les femmes en faisant une seule action. Mhm. Et ça, je trouve ça Bon, ouais. intéressant. Ouais, ça, c'est très intéressant. Ouais, je l'ai vu, en fait. C'était vraiment très bien. Tu peux nous partager ta vision de la tech inclusive dans 5 ans? C'était la même question que j'ai posée à Philippe tout à l'heure. Ça, c'est une question qui est très, très dure, Mhm. Ouais, mais qui est très c'est pas importante. facile. Oui, et quand je me suis dit: «Il faut absolument que tu aies une réponse qui tient la route sur ce point-là», parce que, je vais aller sur le financement. Je pense qu'on peut parler de joie, d'amour et je vais absolument pas quitter cette table, cet échange en donnant l'impression, hem d'être complètement dans le monde des bisounours. C'est pour ça qu'il est important de parler du financement. C'est-à-dire que comment aujourd'hui, si on veut créer une tête plus inclusive, ça veut dire qu'on a besoin de financer plus de profils différents. Aujourd'hui, si on reste sur les chiffres, on sait qu'à peu près en Europe, le financement des startups dans la tech, en tout cas, c'est moins de 2%. Même quand elles sont en train de créer des projets de la femtech, même quand elles sont en train de créer des projets pour les femmes, j'étais très surprise d'apprendre que même quand elles sont en train de créer des projets pour les femmes, ce ne sont pas elles qui ont le financement. Et quand on parle en plus, si on va encore plus loin et qu'on regarde les femmes issues des minorités, elles prennent les miettes. Donc aujourd'hui, si on veut créer une tech qui est plus inclusive, si on veut créer un monde qui est plus inclusif, et sachant qu'on a besoin de ce monde-là parce qu'on voit encore l'état du monde, on a besoin de regarder en tout cas où est-ce qu'on a besoin de revoir le canal, le flux de l'argent. Si on continue de financer les mêmes personnes, et ça fait des années qu'on le répète, donc c'est pour ça que je lui dis un peu comme ça, mais on a besoin de l'entendre aujourd'hui, on a besoin déjà, d'une part, de créer des business models différents. C'est-à-dire que moi, je sais qu'aujourd'hui, quand on pense certains projets et quand on va sur certains projets, penser aussi soi-même. On a besoin de créer des modèles de financement différents. On a besoin de réfléchir à des choses différentes. Je fais un parallèle avec les médias. Je lisais pas plus tard qu'hier une étude américaine qui montrait que quand on parle des médias, aujourd'hui, à peine 1% a envie de financer les médias. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester dans les modèles de médias. Ça veut dire que quand on est porteur de médias et qu'on est un entrepreneur des médias, comme c'est mon cas, ben, on a besoin de penser des modèles financiers différents, sachant qu'il n'y a que 1% qui veut mettre. Mais en même temps, il y a 1% qui finance et on continue de se dire que les médias ne présentent que de la merde. Donc, c'est là où on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on veut créer et on a besoin d'avoir des vraies conversations. Et ensuite, en parallèle, qui sont les décisionnaires au moment où il faut donner l'argent? Qui sont les personnes dans les commissions? Qui sont les personnes dans les fonds d'investissement? Donc, on a besoin aussi d'ouvrir ces espaces-là pour s'assurer d'avoir plus de personnes qui comprennent ce qui viennent porter des projets, pour s'assurer qu'on a un meilleur financement. Mais je suis convaincue que la première brique d'une tech inclusive, c'est d'avoir un meilleur financement. D'accord, meilleur financement. As-tu un message à passer à la prochaine génération? Ouais, et ça va faire un parallèle direct avec ce que je viens de dire. Déjà, la nouvelle génération, déjà, il y a un premier sujet, je pense qu'elle l'a compris, mais plus jamais, en tout cas, c'est surtout d'aller dans des secteurs qui font de l'argent. Je pense que quand je dis ça comme ça, il n'y a pas que l'argent qui mène le monde, mais quand on regarde les chiffres, on voit de moins en moins de femmes dans les STEM, de moins de femmes dans les secteurs de la tech. Et on a besoin que justement les femmes aillent dans ces secteurs-là pour construire des carrières qui sont puissantes, pour gagner un pouvoir financier qui leur permette de construire le monde qu'elles veulent construire. J'ai tendance à dire qu'on ne peut pas construire un monde avec le ventre vide. On a besoin de connaissances et on a besoin aussi d'argent qui offre de la liberté pour aller chercher ce qu'on veut chercher. Donc, mon premier conseil pour cette génération-là, c'est déjà de prendre le temps de choisir et de s'assurer de faire des choix qui leur font du bien dans leur vie professionnelle. Merci pour ton partage, Fabiola. Une dernière question pour tous les deux. Quel est selon vous le signal le plus fort d'une culture d'entreprise vraiment inclusif? Philippe? Le signal, refais-moi la question. Quel est selon toi les signaux le plus fort d'une culture d'entreprise vraiment inclusif? Je dirais, nous, on a un élément qui est assez intéressant, c'est que tous les collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise ont dans leurs objectifs professionnels un objectif diversité et inclusion. Ça veut dire qu'on ne peut pas réussir son année si on n'a pas, entre guillemets,
euh, réaliser quelque chose en faveur de la diversité et de l'inclusion, que ça soit auprès Quel que voilà, soit de le projet. l'inclusion des femmes, origine, handicap, etc. Et je pense que c'est assez symptomatique du fait qu'on a envie de changer des choses et de transformer la culture de l'entreprise. Super, merci. Et pour toi, Fabiola? Je suis hyper d'accord avec tout ce que vient de dire Philippe. Et moi, j'irais aussi, aujourd'hui, pour moi, une culture d'entreprise inclusive, forte. On l'oublie souvent, mais c'est la sécurité psychologique. De savoir que je suis dans un espace et peu importe ce qu'il arrive, je sais que de toute façon, je serai soutenue. Il n'y a rien de pire d'être dans une boîte et de se dire, je suis là, mais je sais très bien que s'il arrive quelque chose, je vais sauter. Parce qu'on a tendance à dire, personne n'est remplaçable. J'entends que c'est le monde du travail, mais je pense que quand on est dans une boîte et qu'on sait qu'on peut faire confiance à son manager, si je vais lui demander quelque chose, je sais qu'il saura me faire grandir. Je sais que si jamais il m'arrive quoi que ce soit, une situation de harcèlement, je sais que de toute façon, je serai entendue. On me demandera pas de mettre ça sur le tapis et de me dire, ouais, mais bon, tu vois, c'est juste une blagounette. Ça aussi, pour moi, c'est extrêmement important. Ouais, complètement en phase. Et puis d'en parler surtout et partager ses envies, ses peurs avec tout le monde, l'équipe, son manager. Est-ce que c'est un terreau qui a été mis en place? J'ai tendance, quand des fois je discute avec des managers ou des responsables RH qui disent oui, mais les gens ne parlent pas, je leur réponds régulièrement, est-ce que vous leur avez demandé? Et qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui avaient parlé? Parce que si je parle et que du coup, à partir de là, je risque la mise au placard, bah, comme tout le monde, je me tais. Par contre, si je sais qu'on a créé un espace, comment on a créé ces espaces-là? Il y a une boîte avec qui je bosse en ce moment qui me disait, bah, en fait, pour collecter de l'information, on a décidé de mettre en place des petits déjeuners. En vérité, à ce moment-là, le petit déjeuner devient un prétexte. Est-ce qu'on a envie de se gaver de croissants qui sont beaucoup trop gras? C'est pas ça qui est important à ce moment-là. On aurait pu faire un running et y On les aller. aime bien, hein. Exactement. Ouais, ça peut être bon. Ouais. Ça, c'est pour la blague et pour le tac. Mais ce qui est important à ce moment-là, c'est que est-ce qu'on a favorisé un moment où on peut collecter ces informations-là? Et ça demande des actions. Quand on a eu les informations, est-ce qu'on les a entendues? Et ça, mine de rien, on ne se rend pas compte, ça peut sembler anodin, mais on est déjà en train de faire de l'action et on est déjà en train de créer la culture d'entreprise dans laquelle on a envie de construire. Et surtout de ne pas abandonner à mi-chemin, questions ouvertes, anonymes, des meetings, des déjeuners qui sont mis en place, mais sans réelle action ou de travail et de compte rendu derrière. Je pense que ça peut avoir un vrai impact pour faire bouger les lignes. Qu'est-ce que vous Oui, pensez? et puis on peut rajouter un élément important, c'est le recrutement et le processus d'intégration dans n'importe quelle organisation. Moi, je suis trésorier de l'association Arpège, par exemple, qui accompagne les jeunes de 15 à 30 ans pour essayer de trouver leur future voie professionnelle. Donc, c'est des jeunes en situation de handicap. Et effectivement, si les processus ne sont pas accessibles, si ne serait-ce que le site web n'est pas accessible, ça fait augurer d'une mauvaise intégration à terme dans l'organisation dans laquelle on a envie d'aller travailler. Parce que finalement, ça envoie un mauvais message. Et donc, toute l'accessibilité numérique va consister aussi à attirer ces talents et à leur permettre d'évoluer dans la structure. S'il ne voit pas que c'est accessible, la personne ne va pas venir, elle va pas postuler. Je suis d'accord. Est-ce que toi, Violette, tu as quelque chose à ajouter aussi? Bah, je pense qu'on s'est tout dit, on s'est dit plein de belles choses. Aujourd'hui, mais peut-être un dernier point quand même sur l'inclusion qu'on est peut-être passé un peu vite dessus, c'est de rappeler que l'inclusion et dans les sujets d'inclusion aujourd'hui, c'est des sujets qui sont devenus un peu poil à gratter, hein. Il y a un moment donné, c'est le sujet à la mode et j'ai vu un peu le downfall, si on peut le dire un peu comme ça. Mais ce qui est important, c'est pas de se dire est-ce que il faut encore en parler, est-ce que c'est risqué pour sa carrière d'encore s'étiqueter diversité et inclusion. J'ai tendance à dire que tant qu'il y aura des êtres humains dans le monde du travail, on devra trouver des solutions pour mieux travailler ensemble. On pourra mettre le mot qu'on veut dessus. Dans 10 ans, peut-être qu'on parlera plus de diversité et inclusion. Et pour moi, c'est pas ça qui est important pour moi. Par contre, dans 10 ans, est-ce qu'on arrive quand même à continuer à s'organiser plus que jamais, quand on sait que l'intelligence artificielle est en train de changer notre manière de parler, notre manière de penser, notre manière de travailler, de remplacer tous les postes de personnes qui sont les moins éduquées. Quand je parle d'éducation, ça veut dire avec des métiers spécifiques. Donc, ça veut dire qu'on est rapidement et aussi de manière assez insidieuse, sans mettre le mot, en train de créer deux mondes parallèles. Comment on va construire ce monde-là? Et même si ceux qui avancent très très vite dans le train, ils n'ont peut-être pas le temps de se retourner. Et on n'a pas besoin que tout le monde se retourne. Mais est-ce qu'il y a une petite poignée qui est en train de se dire attention, quel monde qu'on a envie de créer et comment on peut essayer de s'assurer qu'on ne puisse pas continuer de créer des mondes à deux vitesses parce qu'on est déjà dans ce monde à deux vitesses. Ceux qui savent utiliser des outils, ceux qui comprennent ce monde-là, particulièrement pour la tech, ceux qui savent aller chercher le financement, ceux qui savent aller se déplacer. En ce moment, le vent tourne mal aux États-Unis.
On voit de plus en plus d'articles qui nous disent que les Américains viennent créer des boîtes en France. Ça veut dire que déjà, ça veut dire que les gens qui ont les moyens de se déplacer, c'est des gens qui ont des compétences qui sont mobiles. Si je suis en train de vendre des petites machines et que toute ma structure est aux États-Unis, je ne peux pas forcément délocaliser. Qui peut délocaliser? Et je trouve encore une fois très bien de pouvoir délocaliser. Mais ça veut dire qu'on est en train de créer des mandats de vitesse. Donc, même si demain, on l'appelle plus diversité et inclusion, on devra toujours peut-être à un moment donné où nous, vous et moi, serons même plus là pour avoir ce type de conversation, continuer de créer le monde dont on a envie de faire. Donc, on s'en fout qu'on l'appelle inclusion, qu'on l'appelle diversité, mais comment on peut créer des espaces où les gens, les êtres humains, qu'on se ressemble ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on arrive à vivre encore sur la planète. Je pense que c'est ça le nerf de la guerre pour moi. Ouais, c'est valoriser la différence. Merci beaucoup pour vos partages. Juste un petit dernier mot sur la fin. À ceux qui construisent la tech de demain, n'attendez pas pour faire bouger les lignes, quel que soit le projet, l'équipe, la personne qui est à côté de vous. Commencez d'en parler pour faire bouger les lignes dès vos premiers projets, dès vos premiers choix. Vous avez un impact. Pour moi, je pense que Philippe et Fabiola seront d'accord, la DA n'est pas une tendance, mais c'est une responsabilité. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci d'avoir été parmi nous. Nous